Dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Ravi, totalement ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission en direct sur Twitch. Le rendez-vous habituel, débrief des matchs de l'OGC Nice. Vous connaissez le programme maintenant, vous êtes des habitués. Bonsoir Nissardetta, bonsoir à tous. Ce soir, retour sur le match d'hier après-midi qui a eu lieu. L'Alliance Riviera qui a opposé l'OGC Nice au stade de Reims. Un nul 0-0. Le deuxième nul 0-0 entre les deux équipes après le match qui a eu lieu le mois dernier qui a couché également d'un 0-0. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match, sur la dynamique en cours des deux équipes. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul pour en parler naturellement, puisque je suis en compagnie de Matt, qui était avec nous ce soir. Comment ça va, Matt? Ça va très bien, Pancho. Très, très content d'être là, très content de débriefer un gym qui, sur ces dernières périodes, nous fait plaisir et qu'on a envie de suivre en tout cas. Écoute, plaisir partagé. Alors, vous me dites si en termes de son c'est bon, parce que moi de mon côté, Matt, je l'entends assez loin. Donc n'hésitez pas sur le chat à nous dire si c'est OK pour tout le monde. Le duo est reformé, le duo de cette soirée cataclysmique contre le Puy Foot, puisque vous le voyez, Louraï est également parmi nous ce soir. Comment ça va, Louraï? Bah, ça va très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir dans le chat. Bonsoir Antoine. Ça va, mitigé, ça va. Mais mitigé. Ça va mitigé. Ok, ok. Tu l'as spoilé avant Ouais, tout le ouais. monde. Antoine, qui est là avec nous ce soir du média, du média Reims Média Football. Salut Antoine, comment ça va? Bah, bonsoir à tous. Merci un peu de me présenter ainsi au public niçois. Écoute, toujours un plaisir, hein. Bon, pour les habitués, Antoine était là également l'année dernière pour les Mm. débriefs des deux matchs. Messieurs, déjà peut-être retour sur la série en cours. On l'a dit, l'OGC Nice reste invaincu, version Didier Digard reste invaincu. 16e match sans défaite également pour le Stade de Reims, version Will Steele. Deux En équipes Ligue 1, en Ligue 1, effectivement, si on mention. enlève cette défaite en Coupe de France. Nous, la Coupe de France, de toute manière, on n'y est plus. Donc 0-0. Une série qui perdure, messieurs. Déjà, peut-être de prime abord, Matt, je te pose une première question. Au début de la rencontre, est-ce que tu signes pour le 0-0 contre Reims? Voilà, je te prends un peu à la gorge comme ça, mais est-ce que tu signes pour ce 0-0? Ok, déjà, est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, c'est bien mieux, merci. Ok, ok. Jamais de la vie, je signe pour un 0-0 contre Reims. On l'a fait chez eux. À domicile, on se doit pour moi de montrer mieux. On se doit pour moi de montrer mieux. L'équipe a eu le temps de travailler par rapport au match aller, même si c'est une équipe qui est super difficile à manœuvrer. T'as Mofi en plus, t'es censé, pour moi, tu es censé faire mieux que ce 0-0, donc il a un goût amer sur le, on va dire comptablement, vu la physionomie du match. Après, effectivement, c'est différent. On s'attardera effectivement plus en détail sur le contenu de ce match. Je te retourne un peu la question, Laura, et toi, ce 0-0 déjà de prime abord, sans parler du contenu, est-ce que toi tu signes pour justement cette série d'invincibilité de l'OGC Nice ou tu estimes qu'il y avait peut-être la place de faire mieux sur ce match? Bon, si on rentre pas dans l'analyse du match de suite, non, je signe pas pour le 0-0 en avant-match, puisque on est sur une série d'invincibilité, mais on est sur une série de victoires. Donc, pour moi, si on veut continuer de prendre de la hauteur, sans parler d'Europe, mais en Mm. commençant à en parler, qu'on le veuille ou pas, c'est des 3 points que tu dois prendre. Antoine, déplacement à Nice. On a vu que le mois dernier, les deux équipes s'étaient affrontées. C'était un match qui était assez serré. Peut-être que comment dirais-je, les regrets étaient plutôt du côté rémois lors de ce match-là où il y a eu plusieurs occasions franches. Du côté de l'OGC Nice aussi, on se rappelle des vendanges de Nicolas Pepe lors de ce match-là. Comment, Ok, comment oui. toi, tu aurais signé, toi, pour ce match nul à Nice, au vu de la dynamique des Aiglons actuellement?
Bon, je pense pas qu'il soit bon de dire qu'on aurait aimé un match nul. On sait que la série des Rémois, comme celle des Niçois, est aujourd'hui impressionnante. Une série en plus, qui s'était déjà prolongée lors du match aller, comme tu nous l'as signifié il y a maintenant un mois. Côté Rémois, on comptait déjà sur quelques absents pour ce match, donc on avait déjà des petites craintes, que ce soit au milieu de terrain ainsi qu'en défense, des craintes qui ont finalement été plutôt assez vite évitées, notamment pour la charnière défensive où Agbadou n'avait pas été titularisé, par exemple. C'était un jeune joueur, Keita, qui avait été aligné aux côtés de Younis Abdelhamid. Et au final, on va dire que les Rémois ont plutôt fait une sorte de match inverse par rapport au match aller. Match aller, c'était plutôt les Rémois qui avaient une bonne partie du temps le ballon, quasiment 2 tiers du match de mémoire. Et là, c'est plutôt l'inverse, où c'est les Niçois qui ont eu pendant quasiment 2 tiers du temps le ballon, et les Rémois ont eu un sursaut en fin de première période et en fin de match. Donc, dommage pour les Rémois, qui ont eu une occasion notamment magnifique, avec le penalty obtenu et non converti par Balogun. Ouais, on en reviendra sur sur ce fait de match, peut-être le tournant de ce match-là aussi, hein, du moins selon moi, et je pense selon aussi votre avis, vous m'en direz un peu plus tout à l'heure. Mais déjà, peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le contenu propre de cette rencontre, la composition avec côté de l'OGC Nice, ce 4-3-3 qui a été poursuivi après le match gagné à la maison contre l'AC Ajaccio. Une équipe similaire avec le changement au niveau des latéraux. Je crois que c'était approximativement le même changement, puisque Barre retrouvait son poste sur le côté gauche et Lotomba rebasculait à droite. Voilà, une équipe assez... un dispositif miroir par rapport au 4-2-3-1 aligné par le stade de Reims. Voilà, est-ce que déjà sur pas trop de surprises. Moi, j'ai surtout envie peut-être de souligner, Matt, la stabilité qu'on a enfin trouvé dans ce dispositif-là et dans le choix des joueurs, peut-être. Ouais, on a vraiment l'impression que Digard, il a trouvé son 11, que c'est sur, on va dire que ça c'est sa base, c'est sur ça qu'il veut travailler. Toujours ce milieu à 3, Laborde côté droit, je pense que pour certaines raisons ça lui plaît. Et ça fait plaisir de voir en tout cas qu'on arrive à avoir une continuité à l'OGC Nice. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas une, ou en tout cas qu'on n'avait pas une agréable. Parce que de la continuité dans du 4-4-2 dégueulasse ou dans de la compo farfelue, on en avait eu. Mais sur une compo qui fait du sens, parce que moi je trouve qu'elle fait du sens dans ce match, cette compo, ça fait plaisir. J'oublie Buonanni, hein, lors du match à Ajaccio, qui avait été également Mm. titulaire sur le côté droit. 4-3-3, Louraï, par rapport au- à l'adversaire, on a surtout l'impression peut-être que Digard se calque aussi sur l'adversaire qu'il a en face de lui. En face, il y avait un 4-2-3-1 avec un trio offensif rémois. Là aussi, un 4-3-3 pointe basse. Est-ce qu'il y a cette volonté-là aussi de perdurer et de continuer quelque chose qui fonctionne aussi dans les résultats? Ouais, et puis au niveau du dispositif, je pense que ça commence à se voir qu'au niveau de Didier Digard, il y a une adaptabilité à l'adversaire. On a joué Lens qui joue avec des pistons et Marseille qui joue avec des pistons. On avait sur le papier ce système en 4-3-3, mais avec Youssouf en 6, qui fait qu'en phase défensive, on pouvait se retrouver à 3 centraux derrière et nous aussi les pistons. Donc il y a cette adaptabilité. Il est parti sur son 4-3-3 à domicile avec un milieu de terrain peut-être plus joueur et le retour de Diop dont l'entrée contre Ajaccio avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, euh, donc voilà, il était reparti sur la fin de match d'Ajaccio sans Brahim, quoi. Ouais, on parlera. Du moins, voilà, j'aurais envie d'aborder aussi ce sujet-là avec vous, comme je vous l'ai dit en off, sur Sofiane Diop. Antoine, tu l'as dit tout à l'heure, pas mal d'absents, du moins des absents clés du côté rémois. Donc Mounetsi au milieu de terrain, et puis j'ai pas envie d'écorcher son nom, Agbadou. Agbadou en défense centrale, qui a été remplacé, donc qui ont été remplacés par Keita respectivement et Lopi. Deux joueurs cadres de Will Steele. Comment est-ce que tu as jugé déjà le choix des hommes et le fait qu'ils aient été remplacés par ces deux joueurs-là?
Le choix des hommes, c'était pratiquement du logique. On sait que côté rémois, il y a Andrew Gravion qui est parti cet hiver du côté du Torino. Donc, se posait la question de qui en défense centrale au cas où le jour où Younis Abdelhamid ou Agbadou seraient absents. Agbadou, déjà, qui ne devait pas être là au match contre 3 et finalement, le matin même, il a dit qu'il pouvait faire pratiquement tout le match, donc il a disputé. Il n'a pas forcément ressenti de gêne lors de ce match-là, mais à mon avis, ça n'a été que de courte durée puisqu'il n'a pas été présent aujourd'hui. Pour Marshall Mounetsi, c'était peut-être un peu plus délicat parce qu'on sait que c'est un élément important de ce milieu, si ce n'est le plus important dans cette charnière à deux derrière, comme tu l'as dit. Bon, il a été remplacé par Dion Lopi, qu'on connaît comme étant plutôt assez fragile, plutôt peu, plus en vue vers l'avant, un joueur assez encore fragile à son poste en règle générale, un petit peu comme Thibaut Desmet dans le couloir gauche en défense. Mais finalement, on va dire, Will Steele n'a pas changé son dispositif en tant que tel et a simplement utilisé des joueurs de rotation qu'on a l'habitude de voir. Petite surprise quand même de ne pas avoir forcément vu peut-être un Jens Cajuste en tant que titulaire à la place de Dion Lopi. On sait que c'est un poste où il a l'habitude de jouer, où il démontre de bonne qualité. Bon, finalement, il est rentré en jeu un peu plus tard, mais un choix assez curieux. Il aurait pu même ouvrir le score si il s'était peut-être un peu Mm. plus penché sur sa frappe. Messieurs, dans le contenu de ce match-là, on a vu une première mi-temps dominée, voire surdominée par séquence par l'OGC Nice, avec un nombre de situations importants. J'ai en tête peut-être 4 ou 5 situations. Alors, effectivement, il n'y a eu qu'une seule frappe cadrée, on l'a répété depuis hier. Néanmoins, on a des situations franches. Euh, comment expliquer ce manque de réalisme? Est-ce que c'est un manque de réalisme? On sait que voilà, sur le mandat, sur la deuxième mandature de Lucien Favre, il y avait des problèmes au niveau des choix de passe, des choix de tir. On a vu aussi que sur cette première mi-temps-là, il y avait des moments où par exemple, Mofi, s'il tire pas en première intention, il peut décaler. Si Thuram ne tire pas du gauche, il peut peut-être centrer au point de pénalty. Je pense à ces situations-là. Voilà, peut-être aussi le levier qui manque à cette équipe et devenir redoutable. Matt, qu'est-ce que t'en penses? C'est totalement ce qui m'a rendu fou sur cette première mi-temps. J'ai trouvé qu'on a manqué d'intelligence collective, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On a eu beaucoup de situations, mais j'ai jamais eu la sensation que c'était fluide. J'ai jamais eu la sensation qu'on était dans le tempo, qu'on était dans le rythme, qu'on arrivait à bousculer ce bloc rémois qui était très compact, qui se repliait très vite. Et on a vu des situations lunaires avec un Jean-Claire Todibo qui se retrouve par 2 fois à la frappe, qui déchire le filet. Donc ouais, je pense qu'il y a encore un gros travail. J'espère que c'est juste un travail d'automatisme à faire, parce que c'est déjà des carences qu'on voyait sous Lucien Favre. Et il va falloir fluidifier ce jeu. On a des joueurs, tu l'as dit, on a des joueurs de ballon au milieu de terrain. Il y a des fois des choix de passe, des choix d'orientation de jeu où on n'a pas joué juste. Et quand tu joues pas juste, tu te compliques la tâche. Et c'est pour ça que tout nous a semblé aussi compliqué à mes yeux. Hmm. Ouais, donc un manque de justesse. Finalement, Laura, il manquait qu'un petit but dans cette première mi-temps. Beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, une récupération haute, des Rémois asphyxiés, mais pas de réelle situation franche pour l'OGC Nice. On a été oppressant, mais pas dangereux. Je ne sais pas si on peut percevoir la nuance, mais je nous ai trouvé très plein d'entrain, très volontaire. On sentait vraiment tout le bloc équipe qui poussait vers l'avant, mais pas plus dangereux que ça. Enfin, moi, vu du stade, il y a la frappe de Todibo au-dessus où je me demi-lève du siège. Et après, le reste, c'est souvent des situations où on est un peu excentré, où c'est ce que tu disais, on en revient à ce que tu disais, c'est dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, voire l'avant-avant-dernier geste, où on est encore peut-être encore un peu convalescent. Hmm. Et on a été super réaliste les matchs d'avant. Limite, c'est les frappes de Brahimi qui tombent du ciel. Et là, on recommence à retrouver, on sort un peu de on redescend un peu du nuage. Il y a toujours du mieux, attention, je ne suis pas en train de tout remettre en cause. Mais voilà, sans la réussite max,
c'est un petit peu plus compliqué offensivement, toujours. Alors justement, il y a un joueur qui a cristallisé, qui a commencé à cristalliser, on va dire, je ne vais pas parler de critique, je pense que on a conscience, nous supporters, que encaisser un transfert à la mi-saison d'une trentaine de millions d'euros, plus gros transfert de l'histoire de l'OGC Nice, c'est pas évident. Mais on a commencé à avoir des critiques sur Terem Moffi. Euh, Symbole peut-être voilà, de ce manque de réalisme, mais en même temps, est-ce que le problème est véritablement là quand tu vois qu'il a dû négocier peut-être 5-6 ballons dans le match? Matt, qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? Voilà, on n'a pas réussi à le trouver. Est-ce que c'était un problème individuel? Est-ce que ça a été un problème d'animation? Qu'est-ce qui a manqué à l'OGC Nice pour marquer ce but? Beaucoup de choses. Je vais commencer par Mofi. Je pense que Mofi, il souffre aussi pas mal de la comparaison des joueurs autour desquels il a trouvé, notamment Thuram qui a tenté sa chance, qui a pris le match à son compte. Ça lui a pas souri. Et à côté de ça, tu as un Mofi qui se fait plus discret. La seule situation qu'il a, j'ai l'impression que c'est son tir en angle fermé. J'en ai pas vraiment d'autres en tête. Les seules fois où on le cherche en profondeur, le gars part pas à l'appel. Donc bon, il connaît pas encore forcément très bien ses coéquipiers, mais c'est tout un tas de trucs qui font que sur un match tendu comme ça, et ça peut cristalliser les crispations. Et moi, je me souviens de l'époque Balotelli, où on avait cette espèce d'attaquant de neuf qui prend plein de place, qui pèse sur la défense adverse. Des fois, il n'hésitait pas à poser le pied sur le ballon, jouer du physique et tenter une frappe en pivot, quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu cette volonté-là chez Mofi. Et moi, c'est peut-être juste ça que je lui reprocherais, sans pour autant le jeter sous le bus. Et après, ce qui nous a manqué pour mettre ce but, je pense qu'il nous a manqué on a manqué de combinaison. J'ai l'impression qu'on a manqué de combinaison fluide, de combinaison de jeu à plusieurs, voilà, de vraiment aller perturber ce bloc, les surprendre. J'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à les surprendre. J'ai l'impression que Reims a tout le temps été sur ses gardes. Peu importe la situation, il y avait au moins un gars devant le ballon ou alors on était angle fermé. Donc on n'a pas, à partir de ce moment-là, quand tu te mets pas vraiment en situation dangereuse, tu peux pas espérer, tu peux espérer qu'un miracle, qu'une frappe improbable de Brahimi Hmm. ou un exploit personnel. Mais ouais, je pense que c'est encore sur ça qu'on doit travailler et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup vu sous Didier Digard. Ouais, c'est vrai que si on croise les doigts pour que chaque week-end Bilal Brahimi nous mette un caramel de 35 mètres, bon, on gagnera peut-être pas tous nos matchs. Antoine, toi, cette première mi-temps, comment tu l'as vécu? Bon, est-ce que tu as été surpris du fait de voir Reims en difficulté? Est-ce que tu étais malgré tout confiant sur le fait que Reims sait souffrir et c'est encaisser aussi? Comment tu te situais sur ce premier acte? Ouais, comme tu dis, le stade de Reims s'est encaissé. On l'a vu dans cette période où les Niçois ont eu beaucoup le ballon, même si j'ai trouvé que c'était une possession assez stérile, puisque le stade de Reims, comme vous le disiez indirectement, a toujours réussi à déjouer, on va dire, les Niçois, qui ont eu très peu vraiment de belles opportunités, a toujours essayé de dédoubler la défense, où il y a toujours eu un défenseur, un pied, un gardien qui sortait plutôt bien, de bonnes interventions et de bonnes ambitions côté rémois, ce qui a fait qu'au final, hormis peut-être une petite déviation de Teremofi qui essaie à un moment de gratter un ballon qui finit dans le petit fil extérieur et des tentatives lointaines de plusieurs Niçois, il n'y a pas eu forcément grand-chose qui a inquiété les joueurs. Comme je le disais, c'est une équipe qui sait encaisser. On a eu des fois des matchs difficiles. Je pense déjà au dernier déplacement en championnat qui était du côté d'Auxerre, où là encore le Stade de Reims fait un 0-0 dans un match plutôt assez délicat, un match compliqué face à une équipe qui voulait absolument ne pas perdre. Avant, c'était encore un déplacement au parc. Puis avant, c'était un match à Ajaccio. Donc, le Stade de Reims, souvent, a un petit peu du mal à l'extérieur parce que déjà, ils ont eu un calendrier pas forcément facile, mais ils sont aussi face à des adversaires qui ont toujours vraiment un véritable enjeu à disputer. Il y avait Paris qui voulait rester à tout prix premier. Là, hier, c'était Nice qui voulait se rapprocher des places européennes. Auxerre le maintien, Ajaccio de même. Le Stade de Reims, généralement, se sent davantage propulsé cette saison par son public, ce qui réussit d'ailleurs plutôt bien parce que la plupart du succès maintenant se font à la maison, mais pêche peut-être encore un peu à l'extérieur et ce qui complète un peu cette série quand on parlait un petit peu de, certes, 16 matchs sans défaite, mais dans les 16 matchs, il y a quand même 10 matchs nuls pour les Rémois. Effectivement, alors tu parlais de séries, je me le suis noté sur mon petit carnet, Matt. L'OGC Nice est actuellement 8e avec 38 points et Reims est 10e avec 34 points. Donc on va dire que
un petit écart est fait avec Reims, mais Lorient, de par sa victoire cet après-midi, repasse un point devant l'OGC Nice à la 7e place. Donc bon, voilà, tout reste à faire et il reste encore un certain nombre de points à prendre. Maintenant, messieurs, là je m'adresse à Louraï et Matt, vous positionnez comment? Parce que on a vu quand même pas mal de commentaires. Alors là, je me base sur la twittosphère, hein, c'est pas la réalité du moment, mais quand même, voilà, beaucoup de supporters qui étaient peut-être un peu frustrés, déçus de cette première mi-temps, du fait qu'il n'y ait pas eu ce but qui serait venu un peu concrétiser ce moment fort. C'est vrai, sans occasion réellement franche, mais est-ce que euh, une équipe qui était dans une situation très compliquée, on ne peut pas aussi eh bien, saluer le fait qu'elle n'a pas su perdre aussi. Voilà, là c'est l'optimisme qui me caractérise, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 2 mois, ce match, on l'aurait perdu sur un tir contré à la 87e qui touche le talon d'un défenseur qui rentre à contre-pied. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, le GC Nice n'a pas perdu. Ce match, en deuxième mi-temps, et on va y venir, aurait pu basculer à l'avantage des Rémois. Il y a ce pénalty arrêté, il y a cette tête aussi sur cette non-sortie de Schmeichel. Voilà, comment on se positionne, comment on se positionne là-dessus? Est-ce qu'on considère que c'est un bon point et que ça aurait pu être pire ou on se dit qu'au global, finalement, on s'en sort pas si mal? Vas-y, Louraï, vas-y. Bah, après, voilà, quand tu me demandais tout à l'heure si je signais pour un match nul avant le match, évidemment que non. Après coup, en ayant vu le match, au vu de la deuxième mi-temps, oui, on s'en tire plus que bien. Parce que le penalty, franchement, je pensais vraiment pas que Schmeichel allait le sortir. Mais Penalty excessivement mal tiré. Encore faut-il. excessivement mal tiré et le deuxième ballon excessivement mal joué. Enfin, il y a tout Ah ouais. d'excessif dans l'action. Et C'était pour éviter le but de Miziane à l'Alliance, ça, je pense. Balogun, il a reçu le message. mais après, moi, j'arrive pas à me contenter et à me dire, c'est vrai que vu les 6 premiers mois qu'on a passés, j'arrive pas à avoir cette. Elle a fédéré tellement d'espoir, la série qu'on a commencé depuis le match contre Montpellier, et plus précisément la victoire à Lens, parce que vraiment, la victoire à Lens, elle lance quelque chose d'assez impressionnant. Que ben, moi, je le prends comme un coup d'arrêt. Ok. Je le prends comme un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt pour l'oreille, les mots forts sont de sortie. Est-ce que. Ouais, après. Non, mais écoute, je pense que il y a pas mal de personnes qui pensent comme toi et c'est important de le dire. Mais est-ce que Matt, toi, pour toi, c'est un coup d'arrêt malgré tout ce 0-0? Oui, oui, après, on garde la cage inviolée et pour ça, moi, je tiens à dire que j'ai adoré Miziane quand même. Parce qu'à un moment donné, il aurait pu nous la mettre à l'envers. On se rappelle en première mi-temps, là, en fin de première, il en a une. Non, plus sérieusement, pour moi, c'est un coup d'arrêt et en même temps, c'est logique parce que on est en train de jouer les équipes les plus en forme du championnat. Marseille, Reims, quoi qu'on en dise, c'est une des équipes les plus en forme. Et là, week-end prochain, ça va être Monaco, pareil, ça va être un gros combat. Et je pense que ça nous donne encore des indications sur l'équipe qu'on est. C'est qu'on n'est pas encore une top équipe de Ligue 1. On est un cran en dessous. Et malheureusement, avec le retard qu'on a pris, il va falloir un concours de circonstances. Il va falloir bien négocier nos matchs contre les concurrents directs à l'Europe si on veut espérer quelque chose. Parce qu'on espère tous dans la commu. Là, sur Twitter, ça s'enflamme. T'en parles à n'importe qui. Tout le monde rêve de cette Europe à la fin de la saison et tout le monde y croit. On se sert le scalp de Rennes, de Lorient, de Lille, de tous ceux qui sont devant. Et, euh, et c'est normal d'y croire parce qu'on voit on voit de la qualité. Mais on en sort quand même frustré de ce match parce que si je dis pas de conneries, je crois que c'est à peu près le même 11 que le 11 de départ à Marseille. Et à Marseille, face à un bloc marseillais regroupé devant sa cage sur les moments forts qu'on a eus, parce que c'est un peu la même dynamique de match. C'est une grosse première mi-temps, après on fait un peu le dos rond sur la deuxième. Ben, à Marseille, ça nous a souri. À Marseille, on a fait péter le verrou. Là, on n'a pas réussi et on ne peut pas s'empêcher de se dire que réussir contre Marseille et pas réussir contre Reims,
ça fait chier, surtout à la maison. Donc je comprends Louraï sur le coup d'arrêt, mais en même temps, quelque part, je m'y attendais. Honnêtement, avant ce match, Après, vas-y Louraï. pour comparer, juste, je te donne la parole, Louraï, pour comparer un peu avec. Tu parles du match de Marseille, mais on a quand même affaire à une équipe de Marseille qui, par définition, a un jeu quand même beaucoup plus ouvert. Ah oui, Je veux pas dire que Reims a mis le bus, mais Reims, je veux dire, ils n'ont pas non plus pris d'énormes risques sur ce match-là. Je veux dire, dans le sens, c'était pas débridé, c'était bien structuré, ça défendait bien. Quand il y a eu des situations à jouer, ils les ont jouées. Voilà, on a eu vraiment Ajaccio d'un côté et Marseille de l'autre, Marseille et Lens, où c'était diamétralement opposé, et on a eu peut-être Reims qui par moment pétait en contre. Et Après, si, vas-y, je t'en franchement, prie. si tu regardes les deux premiers buts qu'on met contre Marseille, ils sont tous dans leurs 35 mètres, hein. Il n'y a que le troisième but de Brahimi qu'on met sur une transition, mais le reste, Marseille défend placé. C'est Et on vrai. fait péter le verrou. Tu vois, c'est à ce niveau-là. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi eu peut-être une lassitude. Je pense que les joueurs ont un peu pété les plombs au bout d'un moment face à ce bloc rémois inamovible. Ça peut peut-être jouer. Louraï, vas-y. c'est justement là où je voulais en venir. C'est que au-delà du fait que je prenne ça comme un coup d'arrêt, c'est plus l'enchaînement des deux matchs compliqués dans le jeu qui fait que, parce qu'au final, Ajaccio, on gagne 3-0, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, le score, hein. Ouais. Ça a été vraiment très compliqué. C'est peut-être même plus compliqué sur l'ensemble du match que hier. Euh, on a eu très peu de situations. Et en fait, on se retrouve face à deux équipes qui densifient l'axe, qui nous poussent à écarter sur les côtés, ou offensivement, hormis Lotomba, je ne pensais pas dire ça un jour, mais hormis Lotomba, c'est très compliqué pour nous en phase offensive sur les côtés. C'est très, très compliqué. Bah, je suis d'accord avec toi. Pas- Après, c'est concrètement sur les côtés aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont attirés par l'axe dans le profil. Ah oui, Diop, c'est pas un ailier. ah bon. Laborde, c'est un attaquant qui joue à droite mais qui est gaucher et qui est naturellement attiré par l'axe. Pépé, c'est un mec qui joue sur le côté mais qui est aussi attiré par l'axe. On n'a pas des ailiers purs. Brahimi peut-être se rapproche un peu C'est ça. de cet ailier, mais c'est sûr que lorsque tu recherches un peu la largeur, chose qu'on a fait contre Ajaccio, mais je pense que vous dites quelque chose quand même de très juste, c'est le côté impatient. Je pense que on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté, sans se créer vraiment des occasions franches, et qu'au bout d'un moment, eh bien, il y a eu cette deuxième mi-temps où peut-être aussi physiquement on a un peu pêché. Je sais pas comment tu l'as senti toi, Antoine, cette deuxième mi-temps. Pour toi, quelles ont été les raisons qui ont fait que Reims aussi peut-être est revenu avec de meilleures ambitions sur cette deuxième mi-temps? Ouais, Reims est revenu avec de meilleures ambitions. On sait que Will Steele a plutôt un coaching et de paroles qui sont souvent assez virulentes et qui font assez souvent de bons résultats avec le stade de Reims. On se devait quand même de réagir après une période où, à part les 5 dernières minutes, il n'y avait pas vraiment eu grand-chose à se mettre sous la dent côté rémois. On a senti que Nice avait aussi quand même fourni pas mal d'efforts, ça avait quand même pas mal tourné. Il y avait eu un contre-pressing plutôt intéressant sur certaines phases où Reims avait récupéré le ballon, mais dont on le perdait souvent à cause justement de ce contre-pressing niçois qui a fait un peu de mal. Je pense notamment à Todibo qui, décidément, dès qu'il joue contre nous, nous sort des matchs plutôt assez forts. Faut dire ce qu'il est. Lotomba, pareil, plutôt C'est un de impactant. ses pires matchs de la saison, hein, Antoine. Ah ouais, mais pourtant, je l'ai trouvé encore pertinent parce qu'au match aller, c'est quand même lui qui vous sauve à plusieurs reprises. Je le voyais depuis ma tribune, franchement. Todibo, c'était plutôt costaud. Eh ben, on peut quand même se féliciter d'une chose, c'est qu'il a provoqué un penalty sans prendre de carton rouge. Ouais, excellent. Ouais, ça va dire que c'est sa petite erreur au final qui lui a coûté, même si le penalty, bon, il y a quand même penalty, mais on Ah va oui. dire Balogun va quand même bien le chercher. Voilà, derrière, bon, j'ai envie de dire, erreur rattrapée pour lui, finalement, il n'est pas inscrit et derrière, c'est Balogun qui saccage l'occasion en voyant pas Maolida revenir derrière lui pour, l'envoyer en tribune et faire je ne sais quoi avec, bref, passons ce mauvais moment, mais à mon sens, c'est plutôt davantage, Nice qui avait donné davantage de ressources dans le premier acte et qui a peut-être préféré s'ouvrir pour jouer peut-être plus direct, plus sur des contre-attaques et dans un jeu de transition pour essayer d'avoir Reims, mais au final, la charnière rémoise a réussi à tenir pendant tout le match et Diouf n'a pas vraiment été inquiété sur l'ensemble de la rencontre. On a parlé de Balogun. Forcément, il y a eu ce fait de jeu
eh bien important, qui est donc ce penalty Mm. provoqué par JC Todibo. Alors, il n'y a pas eu de débat, et je pense pas qu'il y en aura dans cette émission ce soir sur le fait que le penalty, bon, les gars, Matt, Loura, il n'y a pas de doute sur le fait que le penalty est justifié, à moins que vous avez peut-être. Non, 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 il y a péno. la Et péno. dans le sens, on crie à l'attentat. Alors, faut pas C'est mentir. ça. Faut toujours prendre dans l'autre sens pour être sûr que voilà, il n'y a Puis pas de. c'est un poison, ce garçon. Lui, c'est vraiment typiquement le genre d'attaquant que j'adore. Un poison. Ah ouais, c'est un vrai renard des surfaces Follering. Dommage, il ne restera pas à la fin de Je la le voyais saison, pas mais aussi on tonique, profite. aussi percutant, rapide. Je le voyais pas aussi. Il est vraiment, vraiment fort, hein. J'ai bien Alors, aimé. moi Mm. j'avoue ne pas suffisamment avoir vu le Stade de Reims cette saison. Forcément, tu vois de loin qu'il fait Ouais, ouais, c'est ça. une grande saison, mais tu sais, là, vraiment, il est hyper rapide. Il est techniquement, avec le ballon, c'est hyper intéressant. Un régal. Même dans les petits espaces, en fait, je me suis dit, putain, mais Mm. il est habile, quoi, avec le ballon. Honnêtement, meilleur buteur du championnat, alors peut-être à égalité À maintenant avec. égalité avec David et Mbappé, désormais. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas mettre 30 millions? Désolé, il va falloir demander à Arsenal, c'est pas à nous qu'il faudra s'adresser. Déjà, si on veut leur négo, Nicolas, Bah, quand tu j'allais vois dire qu'au final, Nicolas Mbappé. Le type s'enflamme un c'est vrai peu. que vous avez Nicolas Pepe à Nice, c'est ça? Doucement, Ouais, doucement. enfin, Ouais, on a c'est eu. pas le même Khalil. Bah, en fait, une semaine sur deux, on a le cousin de Nicolas Pepe, et puis l'autre semaine, on a Nicolas Pepe, ce qui est un peu C'est embêtant son finalement. jumeau maléfique. Non, quand c'est Kikitike la saison dernière est parti à 35 millions à Paris, bon, Balogun, ça vaut combien à votre avis? Ça, on se Ah. disait, ça va être dur de remplacer Kikitike, bah bon, on le remplace que pour une saison, mais on a quand même trouvé la bonne pioche. Putain. S'il y a les Effectivement. Anglais qui se mettent dessus, ça va être très cher. Bah, surtout que c'est Arsenal, déjà, c'est un gage de qualité. Donc, Ouais. dès que c'est badgé un gros club anglais, là, ça monte vite. À mon avis, on est minimum sur un 50 millions, au moins. Moi, je Ouais. verrais bien Arsenal le garder. Hein, ouais. Moi, je pense Ouais, aussi. mais il Je y a pense plus beaucoup aussi. de place à Arsenal. Il y a plus beaucoup de place Ouais, devant. quand tu vois Sauf s'ils font une grosse vente. Ouais, ce qu'ils ont fait avec Nketiah, pourquoi ce serait pas Balogun à sa place, quoi, finalement. Mm. ouais, Possible. carrément. Pour le coup. Parenthèse peut-être fermée sur Balogun, peut-être voilà euh, ce penalty, on l'a dit, pas super bien tiré, arrêté par Schmeichel derrière, tir au-dessus. Tournant du match, messieurs, à ce moment-là. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. ok, bah je me Il n'y a pas contente. vraiment eu de tournant dans ce match. Au final, j'ai l'impression que ça a été une longue ligne droite en termes d'occasion. Puis il y a eu le penalty. Et après, on est vite redescendu. Pour moi, Comme la si ça avait été tête, alors oublié. je sais plus qui c'est qui fait la tête, Van mais Bergen. Van Bergen, ouais. Ouais. sincèrement, Le berger, comme on je la l'appelle. mets au même niveau que le penalty. Je la mets au même niveau que le penalty parce que, bon, déjà, Schmeichel ne sort pas. Bon, ça, quand tu suis un Il sort à minimum le moitié. GC Alors, c'est Nice. c'est peut-être son seul reproche que tu peux lui faire du match à Schmeichel quand même. Je Alors, pense qu'il a été quand même plutôt bon. Bah, déjà le penalty. Puis à un moment, il sort une tête, je crois, même si je crois que c'est Balogun qui est hors jeu. À un moment, il se détend, mais il a été plutôt ouais, réactif. mais alors là, tu vois, pour le Je sais coup, pas. je vais aller un peu à l'encontre de ce qu'on a pu dire sur. Alors, aiglon du match, c'est honorifique, on s'en fout. Mm. C'est les supporters qui votent, à Ah, la il était homme du limite. match? Ah, Alors, j'ai pas aiglon fait du gaffe. match, Ah, c'est oui, voilà, bon, côté niçois, oui. Bah, c'est nous, les on a supporters. pareil. Ouais, Voilà, je sais c'est pas les qui a été chez supporters vous. qui nomment le. Voilà. Bon. Oui, l'arrêt est fantastique, etc. Il y avait hors-jeu, déjà. Il y avait hors-jeu, Mm. donc il ne compte pas. Le penalty, il a arrêté, très bien, bravo. Mais tu m'enlèveras pas de l'idée que lorsqu'il y a une situation, dans voilà, zone aérienne où il doit sortir, même son jeu au pied en ce moment, je trouve, il est compliqué. Il a gagné en détermination, enfin je veux dire sur sa ligne en étant décisif, pour perdre quelque chose qu'il avait depuis le début de saison et qui était exceptionnel, à savoir le jeu au pied. Donc bon, je suis peut-être un peu dur. Moi je trouve que il a fait un bon match. Il a arrêté un penalty, donc forcément on le voit comme étant exceptionnel son match. Son match pour moi il est neutre, c'est-à-dire qu'il fait rien d'exceptionnel, si ce n'est arrêter un penalty mal tiré.
Voilà, sinon Tu as le perdu en reste, complémentarité pour être meilleur sur le penalty et sur d'autres arrêts, interventions. C'est ça que tu veux plutôt insinuer. ben, c'est-à-dire Ouais. que là, on a jugé de sa performance au travers du penalty arrêté. Hmm. Ce qui peut. C'est comme le mec qui fait sauter le verrou dans un match, l'unique buteur qui met le but du 1-0. On a Hmm. tendance à dire ben, c'est lui l'homme du match. On est dans le même cas de figure. Même Ouais. quand il n'a pas fait un match fantastique, il a fait sauter le verrou, il a ouvert le score. Ben, tu as tendance à dire ben, c'est lui l'homme du match. Ben, c'est un peu le même cas de figure, mais je te rejoins, Pancho. Je trouve que ça a été trop long dans les relances. Je trouve que ça a été mauvais en plus. Long Non, pour mal même, relancer. non, mais Ouais. sur les derniers matchs, Lille, Lens, Marseille. Alors, oui, il y a eu Lille où c'est lui qui lance la contre-attaque et tout. Là, ok. Mais, je sais pas, il y a pas. Voilà, c'est plus aussi serein qu'il y a quelques mois. Alors, Mm. et puis, bon, les relances, ça a été le cas aussi de Dante et Todibo hein, sur le match d'hier. Hein. Ils ont été. Bon, Oui, oui, c'était non, pas non, pas mais mal. c'est. Oui, oui. Hmm. Mais ça a Mais été, ça a après, été Pancho, collectif. après, Schmeichel, pour les glands du match, c'est le seul qui te rapporte des points. Tu C'est vois, dans le ça. match, il te Hmm. sauve 2 points, donc tu lui donnes. En vrai, c'est pas criminel, tu vois, Non, mais c'est honorifique, trouve j'ai bien conscience. Je veux dire, il a pas eu le trophée UNFP du mois de février, tu vois. De l'arrêt du match. Ouais, ouais, mais tu vois, bon, je trouve que c'est dommage parce que, tu vois, j'aurais bien aimé un mec comme Lotomba. Ça peut être, voilà, la passe Ouais. décisive sur Lotomba parce que, clairement, depuis qu'il est arrivé chez nous, ça a été soit neutre, soit compliqué. Et là, honnêtement, depuis plusieurs semaines, même avant la trêve Coupe du Monde où il avait montré de belles choses, ça devient très très sérieux, les Ah gars. ouais. Ça devient très très sérieux. Là, si on veut être un peu, on va dire, perfectionniste et attendre quelque chose en plus, c'est, on va dire, la passe décisive qui te permet de gagner un match, c'est l'action déterminante. Mm. Je sais pas ce que t'en c'est penses, Matt. Matt, vas-y. Ouais, franchement, là, l'Otomba, ça devient effrayant, hein. Je trouve que c'est une montée en puissance qui s'arrête pas. Et pour tout vous dire, sur la frappe de Todibo, numéro, je crois, 25, j'ai cru que c'était l'Otomba 23. Je me suis levé du canapé, je croyais que ça allait être une pavard de l'Otomba. Je me suis dit, mais si son but, c'est le but qui le débloque, c'est ça, c'est fou. Donc, je suis redescendu de 8 étages, je ne me raconte même pas. Mais non, c'est incroyable. On parlait de cette perte de joueurs de 1 contre 1 avec la blessure d'Atal. Ben, c'est bon, on a l'Otomba. Dans des petits espaces, là, son double contact, c'est un poison. Il le fait à tout le monde. C'est la folie ce qu'il fait sur son côté. Maintenant, j'ai l'impression, je sais pas vous, avec Ramsey, les deux font des bons matchs, mais j'ai pas l'impression qu'ils parlent le même football. J'ai l'impression qu'il y a ça se comprend pas toujours sur les combinaisons. Et si jamais ils arrivent à développer une relation tous les deux, là, sur le côté droit, ça peut devenir, je pense, très, très intéressant. Parce que c'est ce qui nous manque là aujourd'hui, c'est que les deux se comprennent quasiment à l'aveugle, quoi. Quand il y en a un qui fait la passe et qui veut se la faire remettre, que l'autre le sache tout de suite. J'ai l'impression que des fois, ouais, il y en a un qui fait l'appel dans le vent, l'autre il lui met le ballon, il n'est pas parti. C'est des détails, c'est des trucs à régler. Il va falloir qu'ils mangent du travail collectif ensemble à l'entraînement, mais et l'Otomba, c'est magnifique. Merci Julien Fournier, merci pour tout. Toujours, hein. Ouais, tu parlais justement, Matt, des automatismes. Alors, effectivement, Ramsey, on l'a vu plusieurs fois, peut-être un peu dans le comportement, dans l'attitude, un peu agacé. Alors, Ouais, est-ce qu'on contrarié, ouais. Contrarié. contrarié, que ce soit avec Lotomba ou un autre joueur. Finalement, est-ce que c'est pas un travail de fond lié aux automatismes? On parlait de Mofi tout à l'heure. On peut parler aussi de Ramsey. Et de Finalement, Diop. finalement, Ramsey, Ouais, de ça fait Diop aussi. peut-être un mois et demi qu'il est titulaire dans cette équipe. Il a besoin aussi, Louraï, de comprendre le type de jeu de ses coéquipiers ou est-ce que c'est aussi aux joueurs de s'adapter à Ramsey? C'est un peu cette question-là, quoi, finalement, parce que Ramsey fait aussi de bonnes performances depuis l'intronisation de Digard. Ouais, bah après, je pense. Alors, Ramsey, pour revenir à un mot qui était à la mode, passé un moment très à la mode chez nous, c'était le QI foot. Ramsey, je pense que c'est quelqu'un qui a un QI foot très élevé. Et
je pense justement que vu que c'est lui qui a le QI foot, je pense, le plus élevé de l'effectif, avec Boudaoui peut-être, c'est à lui de s'adapter à ses coéquipiers. Je ne dis pas qu'il faut régresser ou baisser son niveau de jeu. Je dis juste que des fois, il va sentir des passes, il va sentir des choses que celui qui est censé réceptionner la passe ne verra pas ou ne sentira pas. Donc, je pense plus que c'est à lui pour le moment. Pour le moment, après, peut-être que il va tirer tout le monde vers le haut, on ne sait pas. Mais je pense que pour le moment, ça lui. Mais moi, pour l'instant, je ne trouve pas qu'il y ait de. Contrairement à Matt, je trouve que la relation Ramsey-Lotomba, justement, ça fonctionne plutôt bien. Pour l'instant, il n'y a rien Hmm. qui me dérange plus que ça. Et je voulais poser la question à Antoine, justement, lui qui a un avis extérieur et qui n'a pas suivi les performances de Lotomba depuis des années. Qu'est-ce qu'il a pensé de l'arrière droit de l'OGC Nice hier soir? Bah, plutôt très remuant. C'est lui, il y a plusieurs fois qu'il a quand même été déterminant sur son côté, notamment quand Reims s'est réveillé dans le second acte. Et puis même, c'est un peu tout ce côté au final où Nice a quand même été assez solide derrière. Si on nommait la petite faute de Todibo, ça reste quand même un match plutôt clean des Aiglons défensivement au même titre que les Rémois. Et je pense qu'il a encore une montée en puissance parce qu'il est jeune, c'est ça, oui. Ouais, il est jeune. Voilà, c'est à mon avis un crack en devenir, ça peut monter. On pense notamment à Nice, quand on pense notamment à Kenny Lala, non, il n'était pas. Ou je déconne en disant qu'il était Non. à Strasbourg. Je pensais qu'il allait faire passage à Nice. Une nuance alors pour moi, Ricardo Pereira, on a eu. mais je pense notamment exemple à Bard. Voilà, Bard quand même que vous êtes allé chercher, c'est plutôt intéressant, je trouve aussi, même s'il commence un peu à arriver. Tombé sur le bon match. Voilà, c'est tombé sur le bon match, mais on va dire il est peut-être arrivé peut-être au bout de son potentiel, mais il y a pas mal de jeunes à Nice qui peuvent, à mon avis, éclore. Ça fait un peu penser comme à Toulouse, ou à Toulouse, en ce moment, on voit une vraie différente jeunesse offensivement. Là, peut-être qu'à Nice, ça peut se construire défensivement. Ouais, Ok. effectivement, Lotomba, 24 ans, auteur d'un nouveau match, on va dire, hyper intéressant, dans un style différent de Youssef Attal, peut-être un peu moins sur la vivacité des appuis, mais plus dans voilà, la prise d'espace. Et j'ai le sentiment que Lotomba, déjà, il s'est lâché. Je pense qu'il s'est totalement débridé depuis un certain nombre de semaines. Mais il sait où aller lorsqu'il a le ballon. C'est-à-dire gagner l'espace. Gagner l'espace, trouver le relais. Il perd très peu de ballons et il a ajusté un certain nombre de centres. Bon, Antoine parlait de Melvin Bard. On peut en parler aussi. Défensivement, j'ai l'impression que c'est le max de ce que peut faire Melvin Barr à l'OGC Nice, à savoir être très solide défensivement, dur sur l'homme, bon dans les duels. Je suis pas sûr qu'il ait perdu un nombre important de duels hier après-midi, mais dès qu'il s'agit de faire plus, à savoir ce que doit normalement faire un latéral offensif moderne, porter le ballon, centrer, apporter un surnombre, c'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que c'est réducteur Bah, pour le joueur, peut-être que il a encore cette marge de progression, mais C'est un fait. j'ai l'impression que bon, il atteint un seuil à l'OGC Nice où même quand il est bon, eh bien, il est bon dans un dans ce qu'on doit attendre d'un défenseur latéral classique. Je sais pas ce que vous en pensez. si, ouais, si sa marge de progression, ça peut être de se centrer à ras de terre sur Diop. Moi, je prends tous les jours parce que je pense qu'après Diop, il t'arrache la cage. Je sais pas si tu vois l'action dont je te parle, mais je crois que c'est aux alentours de la 60, 75 par là. T'as Melvin Barr qui se retrouve côté gauche dans la surface et il te centre à hauteur de hanche sur Diop. Je sais pas si vous la voyez celle-là. Ouais, ouais. Mais il y a personne. Je veux dire, tu la mets à ras de terre sur Diop, ça finit au fond. Putain, je pense qu'il manque de lucidité. Et voilà, s'il peut juste prendre ça d'ici la fin de la saison, ça fera toute la différence. Faire la bonne passe, même si elle est bancale, ça passe. Comment qu'il la mette dans la bonne zone parce que c'est frustrant. Franchement, je trouve ça extrêmement frustrant. Il passe à rien de faire un vraiment bon match. Et il fait un match moyen pour moi. Dans du bar, comme on le connaît, voilà, c'est volontaire, c'est dur sur l'homme, mais je pense qu'il faut qu'il se calme.
dans sa tête quand il est dans la moitié de terrain adverse. Parce que c'est laborieux. Je trouve ça assez laborieux quand même, barre avec le ballon, alors que ça pourrait être beaucoup mieux. Dans les intentions, en tout cas, c'est pas trop mal. Ouais, après, c'est vrai que on en vient toujours au même point lorsqu'on parle du secteur offensif, les mauvais choix. C'est-à-dire que peut-être que même sans avoir une qualité de centre exceptionnelle, si Barre ou un autre joueur lève la tête et voit justement le gars démarqué, moi je considère que il suffit pas que tu aies une qualité de centre exceptionnelle. Tout le monde n'est pas David Beckham des grandes heures ou même des joueurs comme Klose qui sentent très bien. Euh, mais par contre, si tu sais jouer juste, si tu sais faire, on va dire, la bonne passe au bon moment, sans pour autant qu'elle soit hyper liftée, hyper, on va dire, techniquement compliquée, on va dire, euh, ça apporte quand même quelque chose, hein. Il avait fait l'année dernière, j'ai en souvenir, le but que met Dolberg à Nantes en début de saison, où justement il centre au niveau de la poitrine. Je ne sais pas si vous avez en mémoire ce but, Ouais, où il déborde justement, il entre dans la surface et il fait pas un centre compliqué, mais dans la bonne zone, dans la bonne zone. Et ça, on ne sait pas le faire. Même Lotomba, hein, tout bon qu'il est en ce moment, hein, on a on a du mal à le faire. Comme quoi, effectivement, on a encore cette marge de progression. On a parlé des latéraux, on a parlé de Todibo. Matt, tu voulais parler d'Hichem Boudaoui. Alors, tu ne m'en as pas dit plus. Je te laisse nous dire eh bien, ton petit avis sur son match. Moi, Hicham me frustre énormément. Ce joueur me frustre à un point incommensurable parce que hier, il a montré, et tout le monde l'a vu, qu'au milieu du terrain, c'est lui le plus fort. Techniquement, il faisait ce qu'il voulait des Rémois, c'était effrayant. Et on me parlait de jouer juste. Et pour moi, ça doit venir de lui. C'est lui qui, sur le terrain, est placé. C'est lui qui voit toute l'attaque. C'est lui qui est placé au bon endroit. C'est lui qui doit t'orienter bien l'attaque. Et il y a des fois, il refuse le changement de jeu. Le jeu est à droite, mais il reste à droite. Et c'est des petits détails qui me font dire que, tu vois, on parlait, est-ce que c'est Ramsey qui a le plus fort QI foot de l'équipe, qui doit s'adapter aux autres et tout. Je pense que c'est à Boudaoui de lancer la machine. C'est lui la rampe de lancement. C'est souvent par lui que ça se déclenche. Il doit progresser sur cette passe et cette prise de risque. Je trouve qu'il manque une prise de risque encore chez Hicham Boudaoui. Et le jour où il passera ça deviendra effrayant. Mais moi, il me frustre. J'ai vu des gens qui ont adoré son match. Ben, avec le ballon, c'est fascinant. Mais je trouve que c'est pas toujours juste. Et bon, de toute façon, sans ballon, on le sait, il gomme tous les trous de l'équipe. Mais voilà, c'est juste ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont ultra fans de Hicham Boudaoui et je vois très bien pourquoi. Moi, je reste encore un peu sur ma faim avec ce joueur parce que il y en a plus et qu'il faut qu'on soit exigeant avec ce genre de joueur parce que ça peut être une grande arme pour nous, surtout si on veut briller dans des matchs de très haut niveau, notamment en Europe. Je sais pas ce Louraï. que tu en penses, Louraï, de ce joueur, mais je suis d'accord avec toi que on n'est pas loin du magicien hein, avec ballon mm, et même sans ballon. Mais moi, vu du stade, je trouvais le match. Alors, parce que je sais pas pourquoi, j'étais très concentré sur Boudaoui, avec et sans ballon. Et c'est énorme le travail qu'il fait. Et après, je pense que quand tu dis justement le changement de jeu, la prise de risque, je pense qu'il y a des moments où il doit pêcher physiquement, où il doit y avoir un petit manque de lucidité et peut-être de clairvoyance. Dû au boulot qu'il fait, c'est mm, incroyable. C'est absolument incroyable. Et je pense que c'est là-dessus parce que techniquement, il en est capable, l'intelligence de jeu, il l'a. Donc, à part un manque de clairvoyance et de lucidité, je vois pas ce que ça peut être. Donc, est-ce que tu peux progresser là-dessus certainement, en étant plus fort physiquement. Mais, moi, j'ai trouvé le match vraiment très, très bon. Antoine, je ne sais pas si tu as un avis particulier sur le match de Boudaoui. Est-ce que ça t'a vraiment sauté aux yeux, sa performance? Est-ce que tu t'es dit, waouh, quel joueur? Parce que, alors je sais plus qui c'est qui était au commentaire, je crois que c'est Jérôme Alonso. Bon, tu me diras, Jérôme Alonso, c'est peut-être pas Je les ai forcément coupés les commentaires, j'ai pas c'est pu les entendre. Je les ai c'est coupés. peut-être pas forcément le commentateur le plus objectif, mais bon, on lui voit un avenir tracé
dans un grand club européen. Alors, bon, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est le bon moment? L'avenir nous le dira. Mais déjà, toi, peut-être, point de vue extérieur, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? J'ai pas plus fait attention, on va dire, à sa performance. On va dire que j'étais plutôt concentré autour des joueurs de Reims. Il y a pas forcément de joueurs de Nice, notamment du Cape de Boudaoui, qui me sont revenus forcément, à l'esprit là 24 heures a après le match. Après, on a vu que tous les Niçois s'accordent à dire que, bah, il fait encore des matchs corrects. Ça peut devenir un élément montant de cette équipe. Pourquoi pas? Surtout qu'il y a quand même de gros caïbs devant. Quand on pense quand même à l'attaque niçoise, tu penses, à mon avis, tous les joueurs d'attaque de Nice à leur prime, ça fait quand même une très belle équipe. Quand on voit Mofi, le début de saison qu'il avait réalisé à Lorient, je sais pas s'il va forcément inclure à Nice parce que c'est un style de jeu différent, qu'il y a eu, on va dire, une petite coupure entre le changement des deux clubs. Il a eu une blessure notamment contre nous. Bon, désolé. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un joueur qui peut tout à fait apporter, comme l'ensemble des joueurs de Nice, à voir ce que ça va donner. Et pourquoi pas, il faut juste qu'il arrive à se faire une place, qu'il arrive à prendre confiance en son jeu, en ses qualités, et tout simplement, ça va monter. Ne pas trop mettre non plus de pression comme ce qu'on a pu voir dans d'autres clubs sur certains joueurs. Notamment quand je pense au transfert d'Ekitike à Paris, il s'y plaît quasiment pas, parce que beaucoup disent maintenant qu'il a la grosse tête et tout. Alors qu'en avis, je pense que c'est simplement un souci d'intégration. Alors, Ouais, Nissar ouais. Detta nous dit par rapport à Faut pas trop Boudaoui, lui en demander. j'ai l'impression qu'il ne souhaite pas progresser, il est heureux comme il est et ça lui convient. Dommage car il peut faire tellement plus, mais pas sûr qu'il soit ambitieux. Alors, ça, effectivement, c'est une bonne. Enfin, je trouve que c'est une bonne question. Enfin, c'est une bonne question. C'est un bon raisonnement dans le sens où nous, on a le point de vue, on va dire, supporter qui regardons le match et on se dit, waouh, les qualités, etc. Mais il y a aussi ce qui se passe là-dedans. Ça, on n'a pas les informations, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, en termes de qualité technique, qualité physique et intelligence de jeu, comme tu l'as dit, Louraï, parce que c'est important, il a ce bagage-là. Maintenant, aujourd'hui, il est utilisé en point de basse du milieu de terrain. Forcément, si tu lui demandes de s'exposer un peu plus offensivement, ben, il a encore une marge de progression et aujourd'hui, je pense que sa marge de progression, elle est là, c'est-à-dire la verticalité qu'il peut apporter dans son jeu et surtout la bonne passe, la vista en fait, le bon choix au bon moment. Et je suis totalement d'accord avec toi, Matt, par rapport à Boudaoui. J'adore le joueur et ça, je remets rien en cause. Mais ton constat, je l'ai aussi par rapport à Sofiane Diop. Alors, différent aussi, mais c'est-à-dire il est récent dans le club. Il y a eu le transfert aussi. Il a été blessé pendant la trêve Coupe du Monde, etc. Le contexte n'est pas le même. Mais Sofiane Diop, honnêtement, mais c'est pas possible de. Pour moi, on doit en attendre beaucoup plus. Techniquement, c'est censé être le leader offensif de l'OGC Nice. Et je crois, et ça va, je me fais une auto-passe décisive par rapport au sujet que je comptais aborder là-dessus, parce que contre Ajaccio, il est rentré en cours de match, il est rentré dans l'axe. Qu'est-ce qui Meilleur dans s'est... la. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'OGC Nice allait beaucoup mieux. C'est lui qui fait la passe D sur Brahimi. Bon, Brahimi, il met le but et c'est que lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, Diop, est-ce que le problème et le fait qu'on ne le voit pas assez ne réside pas dans le fait que bah, c'est pas un mec de côté, quoi. C'est un 8, Diop. 8-10. 8-10. Et Il dit aujourd'hui, ça. bah, pour moi, alors c'est qu'un avis et je vais vous attendre là-dessus aussi, hein, Matt et Louraï, et Antoine si tu veux aussi réagir, mais c'est le choix de changer Diop à la 65e. Partant du principe qu'il n'est pas blessé et que tout va bien physiquement, je ne l'ai pas compris. Ce choix-là de le changer, alors ensuite Laborde était passé à gauche, Brahimi à Mm. droite, ensuite Buonanni est rentré à droite, Brahimi en neuf et Barclay à gauche. En bref, tous les attaquants ont changé, mais je ne l'ai pas compris parce que concrètement, on avait du mal à apporter le danger et on se prive du seul mec qui arrive à faire ce lien au milieu de terrain parce qu'à ce moment-là, Thuram était inexistant. Donc voilà, si vous avez des éléments de réponse, je suis preneur parce que je n'ai pas compris le move à ce moment-là. Moi, je pense que c'est pour apporter du sang neuf. Moi, je pense vraiment que la deuxième mi-temps, on est carbo, on pêche physiquement. Et je pense qu'il essaye de tenter autre chose parce que on est inoffensif, complètement inoffensif. Donc, c'est essayer d'amener Buonanni qui va peut-être
plus provoquer, essayer d'amener Brahimi qui marche sur l'eau et qui, voilà, tu te dis, peut-être que ça va repasser encore une fois. Mais, ouais, je pense vraiment que c'est dans le but d'amener quelque chose de nouveau. Il garde quand même Thuram sur le terrain parce qu'il arrivait à casser quelques lignes sur 2-3 percées. Et Boudaoui Ramsey, c'était trop important dans ce genre de match où ça joue regroupé au milieu. La touche technique comme ça, tu en as trop besoin pour combiner dans les petits espaces, même si on a du mal. Donc c'est pour ça que je pense que c'est Diop qui fait les frais de tout ça. Donc, De disons mon avis. que. Donc, dimension physique pour toi. Dimension physique. Matt. Ouais, dimension physique et je pense on paye aussi le matériel qui est à disposition. Euh, tu dois faire rentrer un joueur de. Je suis d'accord avec Louraï sur les changements. Tu es au milieu de terrain, tu es obligé de garder à peu près ces hommes-là. Et malheureusement, tu n'as pas la possibilité de faire rentrer un piston, tu vois, qui va te couvrir tout le côté et qui va apporter le danger par cet endroit-là. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de garder Sofiane Diop, qui en plus, je pense, paye les frais de Bouanani et Brahimi, qui se montrent décisifs sur les derniers matchs. Donc voilà, d'un côté, tu as envie de leur donner leur chance, de l'autre, faut pas oublier que Diop, c'est un petit physique, il est sujet aux blessures, etc. Fin de match, si jamais tu pars sur un excès d'engagement, tu as un gros match contre Monaco le week-end prochain. Moi, je pense que c'est vraiment circonstanciel plus qu'un choix fort dans lequel il faut lire un sous-texte qu'il n'y a pas forcément. Ok, vous m'avez convaincu, même si j'étais sur Football Manager dans une autre vie avec cette équipe à ce moment-là, j'aurais replacé Diop dans l'axe. Voilà, Moi clairement. aussi. J'aurais Ouais. replacé Diop dans l'axe et j'aurais fait rentrer un Brahimi ou un Buonani à gauche pour amener un peu de percussion. Mais bon, voilà, j'ai opté pour la vie de supporter et ça me va très bien. Euh, euh, côté Rémois, Antoine, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? On a parlé un peu de la prestation de Balogun qui, sans son penalty puis chandelle, a réalisé plutôt un beau match, du moins a été remuant. Arrivé à mettre en difficulté Todibo, honnêtement, hein, Mm. je peux te dire, c'est déjà une sacrée performance. Sinon, au-delà de ça, qu'est-ce que Bah, tu as à signaler sur les performances individuelles? pas vraiment, c'est un peu ça, on va dire. Hein. C'est pas forcément de grosses montées de performance ou de chutes constantes d'un coup. On a vu exemple à Younis Abdelhamid qui, pour le moment, est homme du match du Stade de Reims à 60% des votes. Et derrière, genre, c'est à 6%, donc il est largement en tête en termes d'homme du match. Donc, Younis Abdelhamid, évidemment, patron de cette défense, avec notamment un petit jeune qui lui est à côté de lui, Keita, qui a été plutôt bon Hmm. pour une première titularisation, il me semble, cette saison. Bon, devant, on s'attendait toujours un peu à cette fragilité de Dion Lopi, ça n'a pas manqué, même s'il a plutôt bien tenu son poste. Maoli Dog, je demande encore à davantage voir, parce qu'il s'est fait prendre un bon ballon sur le retour du penalty, qui aurait pu, à mon avis, peut-être se finir en occasion de but importante. Donc, à voir continuer là-dessus. Phillips, toujours un artificier en ce poste de MOC, distillateur de très bonnes passes, que ce soit pour Ito côté droit, Balogun ou encore Malouda toujours côté gauche. C'est un joueur qui cherche toujours vers l'avant, qui fait prendre une grande maturité alors qu'il est jeune comme tout, je crois. Il a même pas 23 ans, Phillips. Donc un bon joueur. Ito, bon, depuis la Coupe du Monde, tous les mois, s'accorde à dire qu'il aurait bien besoin d'un temps pour souffler. Manque de bol, il a joué les 90 minutes, donc je ne sais pas si Will Steele veut sa mort, mais il va falloir sérieusement le faire reposer un jour, le pauvre Ito, parce qu'il commence vraiment à avoir du mal, mais même on va dire à 60% de ses capacités, il sort quand même de bonnes accélérations et un bon jeu sur son aile. Et puis Balogun, que j'étais trouvé moins bon, peut-être l'un de ses moins bons matchs depuis son arrivée à Reims, on va dire son attitude un peu exaspérante en pré-période où il essaie de s'embrouiller, je crois, un moment avec un Niçois, puis derrière le penalty raté et l'attitude sur le deuxième ballon. Bon, il aurait mérité, je pense, de sortir plus tôt pour essayer de voir davantage un autre buteur comme Cage Sirwis qui l'a remplacé, mais évidemment trop tard pour faire la différence. Ito aussi, auteur de la passe menant au penalty, si je ne m'abuse. Je crois, oui. À ce, Le à centre, ouais, le ce, centre qui est repris. Ouais. à ce moment-là. Mais c'est vrai que tu fais bien de souligner la prestation d'Abdelhamid, qui est un peu le. Ouais. Entre Dante et Abdelhamid, on a eu C'est les deux seniors, c'est les deux cadres de leur équipe les, respective. Là. les deux vétérans capitaines, défenseurs centraux, gauchers, beaucoup de similitudes entre
Ouais. entre les deux joueurs. Matt, t'as parlé de Boudaoui, c'était un peu ton dossier. Louraï, est-ce que tu as peut-être quelque chose à évoquer en particulier? On a parlé des latéraux, on a parlé d'Hicham, on a parlé de Diop, de Mofi. Je voulais m'exprimer sur mon fils parce que tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion. Juste rappeler que ça fait 3 matchs qu'il est là, qui, comme tu le disais, il a le poids d'un transfert sur les épaules. C'est un attaquant de profondeur qui est bon lancé face à la cage. Et pour l'instant, on l'utilise comme pivot. Comme pivot, il peut être très intéressant s'il a des ailiers qui plongent, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, il y a des réglages à faire, c'est certain. Pour l'instant, il est un peu travailleur de l'ombre parce que quand même, ça court, ça y va. Il essaye. C'est peut-être pas dans le bon tempo, pas encore juste ce qu'il fait, mais il essaye, il est volontaire. Et ça fait que 3 matchs. Et dans les 3 matchs, il y a Ajaccio qui joue fermé à double tour. Il y a à Marseille, où je trouve qu'il fait un bon match. Et il y a celui-là où ça a été un peu dans le même style qu'Ajaccio, et surtout avec des ailiers qui ne correspondent pas à son jeu si on s'en sert comme pivot. Après, si on l'utilise plus dans la profondeur, bah, ce sera à lui, avec ses coéquipiers, comme disait Matt, les réglages, l'appel, la bonne passe, le bon appel. Ça, après, Et c'est puis, le on, langage du football. on a vu aussi que dès lors qu'il avait un peu d'espace et qu'il avait un peu on va dire, ouais, un peu d'espace avec le ballon, il pouvait faire des différences, hein. Contre Marseille, j'ai en souvenir deux actions. L'action du raid solitaire qui Il mène, se les crée tout seul, hein. il se les crée tout seul, et aussi un point à mi-temps où il fait un décalage sur le côté gauche qui lui permet de centrer. Je te rejoins sur le fait que là, on l'a cherché dans ce rôle de pivot, alors que non pas qu'il ne sait pas le faire, parce qu'il est intéressant aussi dans ce jeu de remise, mais que ses qualités s'expriment plus dans une recherche de profondeur. Voilà. Mais c'est juste qu'il y a eu très très peu Ouais. d'espace aussi. Reims ne jouait pas spécialement haut non plus, donc quand tu as un Abdelhamid face à Mofi, bon, il vaut peut-être mieux aussi prendre quelques mètres de recul pour anticiper, on va dire, une course verticale, du moins plutôt horizontale que verticale. Peut-être, Matt, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur Mofi? Bah ouais, le prochain match, ça va être contre une équipe qui est joueuse et qui est très forte avec le ballon. Donc, hâte de voir le parti pris enfin, voilà, les choix tactiques pardon, du coach Digard, et de voir du coup ça va pas libérer un peu plus d'espace pour Mofi, parce que je m'attends pas à ce qu'on soit aussi conquérant contre Monaco que contre Reims. Donc, je pense que si il marque dans un derby azurien, peut-être que certains retourneront la veste sur le joueur. Comme un Nigérian, il y a quelques années. Ça nous rappelle des souvenirs. Bah, si on J'ai... peut éviter de prendre 3-0 en première mi-temps, moi Ah je ben, prends aussi, hein. je te dis la vérité, si c'est pour prendre 3-0 et gagner 4-3 et revivre cette soirée de 2005, moi je signe des deux mains, mais direct. Mais euh, juste aussi quelque chose, je l'ai déjà dit ici et je continuerai à le dire parce que là j'englobe le problème, c'est on vit dans une société, alors attends, on part dans un débat philosophique, mais non mais où on attend tout dans l'instantané, dans l'instantané. On est constamment voilà, à la recherche de la performance, du moins dans le domaine sportif immédiate. Et là, elle est exacerbée parce que on est mieux dans le jeu, on a des meilleurs résultats, meilleur transfert, plus gros transfert de l'histoire, un joueur qui est en pleine bourre, et on laisse plus le temps au temps. Et ça me gêne, ça me gêne. Parce que moi j'ai le souvenir d'un joueur qui nous a tous marqué en tant que supporter niçois, Darius Vitanic, qui arrive à Nice. On le connaissait. Alors, bien sûr, il a été recruté 500 000 euros. On n'est pas sur les mêmes montants. Mais quand même, c'était le numéro 9 titulaire. Il avait beaucoup de mal au début. Et il y a eu un déblocage. C'était lors d'un match de coupe de la Ligue ou de Coupe de France à Brest, où il met son Mhm. premier but. Et à partir de là, le déblocage, parce qu'on
marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve, dans le football. C'est quand même quelque chose de pas évident. Et donc voilà, je suis très confiant sur le fait que, au même titre que Balotelli lors du derby contre Marseille, il nous claque un but ou deux contre Monaco. Je le souhaite du plus profond de mon cœur. Euh, c'est tout, je pense, concernant Mofi. Euh, Est-ce qu'il y a un autre sujet en particulier? Oui, voilà, c'était Nissar Deta qui nous parlait de Youssouf, la rentrée de Youssouf, qui nous dit belle entrée encore, j'aimerais le voir contre Monaco. Justement, ce match contre Monaco arrive à grands pas. Prévu eh bien, la semaine prochaine, Monaco qui est en pleine bourre, qui sort d'une victoire 2 buts à 1, si ça n'a pas bougé. C'est ça. Victoire 2 buts à 1 à Brest. Monaco qui reste eh bien, qui passe devant Marseille mathématiquement avant le match de Marseille ce week-end. Messieurs, c'est un grand match auquel doit faire face l'OGC Nice. Encore un derby à l'extérieur, enfin à l'extérieur, plus ou moins à l'extérieur. Voilà, faire fructifier un peu ce point contre le Stade de Reims, c'est un peu l'objectif. Comment est-ce que vous voyez ce match? Monaco qui est peut-être l'équipe la plus en forme actuellement en France, sans vouloir faire offense à Reims, Antoine, hein, tu m'excuseras. Mais voilà, qui sort qui est sur une série de bons résultats que j'ai sous les yeux, qui est assez exceptionnel. Mm. Le seul peut-être avantage qu'on ait, c'est peut-être physiquement, avec le retour contre Leverkusen prévu jeudi prochain. Matt ou Louraï, vous voyez ce match comment? Vas-y, Matt. Ah, ça va être un énorme test. Pour moi, Ah, je pense que c'est un encore plus gros test que le match contre Lens. Ça va être une guerre, tout simplement. Ça va être une guerre et on va voir de quel bois est fait une équipe made in Zigar, je pense. On l'a vu un peu contre Marseille. J'attends le même visage, exactement le même visage, pas autre chose. Je veux 11 chiens sur le terrain et 20 000 en tribune. Rien d'autre. Alors, les 20 000, on les aura peut-être pas en tribune, mais on va espérer. Louraï, pour toi, là, ça parle possiblement. Nono nous dit c'est possible que l'on joue à une défense à 3. Est-ce que pour Je toi, pense, ouais. la défense à 3 est une option, un peu le dispositif des grandes affiches de Digard? Complètement. Je pense qu'on va repartir avec Youssouf titulaire. En plus, le milieu de terrain de Monaco, il faut les bouger. Et c'est typiquement le profil qu'il faut un peu pour mettre les tampons gentils au milieu pour faire régner la loi. C'est typiquement le genre de match que Youssouf doit aimer Hmm. et dans lequel on aime Youssouf. Ouais, c'est assez juste. Et Reims, dans le même temps, dimanche prochain, recevra Toulouse pour eh Notre bête bien, noire. un remake de ce match en Coupe de France qui avait lieu au Stadium. Là aussi, peut-être une revanche à prendre, Antoine, pour le Stade de Reims. Pour une revanche à prendre, oui. Le Stade Reims qui avait perdu 2 fois contre Toulouse cette saison, plus une autre fois en Mm. Coupe de France sur un match aussi fou. C'était il y a quelques saisons. 4-4, prolongation, tir au but, match de fou. Même si on se l'était fait voler, mais ça, on n'y reviendra pas. Ça date quand même d'il y a 4-5 ans maintenant. On préfère oublier. Ouais, Toulouse, une équipe joueuse, en avis, qui a des similitudes avec le Stade de Reims. Beaucoup de jeunes devant. C'est très dynamique, ça va très vite. C'est une équipe qui enchaîne rapidement vers l'avant. Un peu comme Reims, même si là, je sens que ça va être un match encore assez déjanté, complètement en opposé de ce qu'on a vu face à Nice hier. Donc, gros match qu'on espère permettre aux Rémois, en tout cas, de poursuivre leur série. Une nouvelle Ok. série, d'ailleurs, historique dans le club, d'ailleurs. C'est le Ouais, c'est record a été vrai, battu. 16 matchs sans défaite en Ligue 1, on le répète. Euh, Là aussi, assez incroyable, au même titre que les 17 points récoltés sur 21 de Didier Digard. On ne s'y trompe pas, l'OGC Nice va bien, va mieux. Et si l'OGC Nice en est là aujourd'hui, je le dis ici, ce n'est pas parce que on a fait match nul contre Reims, mais c'est parce qu'on a fait des matchs abominables en début de saison et qu'on a perdu un nombre de points incalculable qu'on se retrouve à ce classement-là. Parenthèse fermée.
Antoine, c'est ton moment. Alors, ce n'était pas prévu. Ah, it's my time. Ce n'était pas prévu, mais Antoine a préparé un petit quiz que tu devais faire justement. Eh bien, On devait le faire, semaine on dernière devait ou le faire cette semaine, mercredi cette pour semaine. le Space. Ouais, c'est mercredi dernier. Et du coup, ce sera un peu la petite exclusivité de ce soir. Le quiz qu'on devait avoir lieu, finalement, il aura lieu ce soir. Alors, ça va se présenter un peu sous la forme d'un burger quiz, entre guillemets. Ça parlera soit de Will Steele, soit de Didier Digard, ou les deux. Et le Ok. premier qui donne la bonne réponse gagne le point de la manche. Il y a 7 manches. On est d'accord Donc que au je moins, peux pas jouer, d'égalité hein, possible. Antoine. Oui, tu peux jouer. Ah oui. Par contre, chacun donnera une réponse. Je sais pas si chacun donne une réponse et à la fin, on fait genre qui a eu bon et quelqu'un peut prendre exemple. Sur une même question, plusieurs personnes peuvent prendre le point. Je peux noter les points si tu veux. Après, je peux le faire aussi. Ah bah écoute, c'est toi qui gères. Au moins, il n'y aura pas de triche. Ouais, il y aura pas de triche. Ça va être le jury qui va aussi faire les points. Ok, ça Alors. marche. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors. Will Steele, Didier Digard ou les deux est âgé de moins de 40 ans. Les deux. Les deux. Bien, un point pour tout le monde. Est un fada de Football Manager. Will Steele. Style. Ou le style. 2 points pour tout le monde. J'aurais peut-être dû un peu lever le niveau. A été joueur. Digard. Digard. Il manque une Professionnel réponse. ou joueur Professionnel, joueur Digard. de football. Digard. Joueur de football. Bah, joueur dans un club, oui. Attends, Professionnel. joueur professionnel ou joueur dans un club? Professionnel, oui, ça, c'est professionnel. Digard. Et non, c'était les deux. Will Steele a fait quelques mois en tant que joueur. Au Tompo Overijse. Mais oui, C'est je l'avais en plus, c'est le en nom du Belgique. club. Il a fait quelques matchs. Et du coup, une question complémentaire. A évolué au poste de milieu Digard. défensif. Digard, ouais. Ah, peut-être les deux en fait. Bah, Ouais, je dis ouais. les deux, je dis les deux. Alors, qui dit quoi? Je dis les deux. Les deux. Oh non! Les deux. Oh non! Il change au dernier moment, non! Qui a changé? C'est Matt. À un moment, faut. Moi, Ah j'ai là là. dit, moi, Bon. j'ai dit les deux Qui dès le dit, du départ. coup, Je vais rester sur le D'accord. premier mot, j'avais Et- dit Digard. Je reste Ah, sur j'avais dit Digard et- Digard aussi. C'était effectivement les deux. Les deux ont Ouais, joué au c'est milieu sûr. défensif, ce qui est quand même une belle similitude. Et je me suis dit, ce serait la question qui va pouvoir les départager. Alors, 3-2-2, du coup, pour les points, si je ne dis pas de bêtises. Connaît actuellement sa première expérience de coach titulaire. Les deux. Ah non, putain, Digard. Digard. Les deux, il a déjà été titulaire en Belgique, style. Connaît actuellement sa première expérience de coach titulaire. Ah non, Digard! Ah, du coup, t'as Eh mal oui, interprété la Digard, question. mais non, mais Ah oui. oui, bah, je peux pas te l'accorder. Oh non! C'est qui avait dit Digard, du coup? C'est Louraï. Bien Ah, mais joué. oui. Ah, la formulation de la Eh oui. question, horrible, horrible. Parce qu'il a déjà été à Liers et à Beerschot. Mais toujours ouais, mais en en plus, Belgique. tiens, je donne la réponse. Attends, je suis trop con. Ah, je vais faire une rapidité pour les. Oh, on l'a déjà dit dans l'émission, donc normalement les scores ne devront pas bouger. N'a pas perdu avec son club actuel. Les deux. Les deux, Digard. les deux. Bah, Ah, Digard. il y a la coupe. Il y a la coupe. Ah, putain. Et du coup, la question qui va suivre est en Ligue 1. Les deux. Les deux. Les du deux. coup. Voilà, bon, Pancho, grand gagnant. Bon, grand gagnant. Ah bah, 4-3-3, bah, il a de toute façon 2 Moi, points j'avais une d'avance, je question. crois, oui, c'est J'avais ça. quand même une question pour tout Ah. le monde. La question. Ça me gêne quand même de Ça va, elle remporter. n'était pas dans une que j'ai posée? Non, 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 pas du tout. Là, ça va être de la rapidité. Eh, merde. Enfin, je veux dire, vous l'avez ou vous l'avez pas. Ça va être des propositions rapides. Voilà. Messieurs, depuis la remontée en Ligue 1 du Stade de Reims lors de la Laquelle? saison 2018-2019, voilà, on a assisté à un 0-0 hier. Et c'était le combientième 0-0 Entre les deux équipes? depuis la remontée. Aïe aïe aïe, l'oreille c'est rapide, c'est efficace. C'était ça, c'était bien 5. C'est le J'aurais- cinquième J'aurais pas dit 0-0. 5, j'aurais dit un petit 4. Après, c'est vrai que. Ouais, parce qu'au final, la seule fois que Reims a gagné contre Nice, bah, c'était la montée, c'était le premier match. But de Moussa Doubia, 3ème. Depuis, plus aucune victoire. Ouais, Ouais. Johan 5, Cardinal. 0-0, attends, j'aurais dit 4. J'aurais dit 4. Ouais, Oh, les mais non, purges. mais l'oreille. Ah ouais, bah, il y en avait incroyable. un, il y avait un brouillard. Qu'est-ce qu'on a eu La d'autre? première d'Urcea, on s'en rappelle. Alors, il était horrible. Ah ouais, Le brouillard, je me suis endormi. C'était une l'époque des bouillie de matchs de football. David Guillon. T'étais sous morphine. Il y a une fois, on mange 3-0 à la maison aussi, non?
Nous, on en prend 3, oui, parce qu'on a Stigna qui fait son show et qui nous prive de l'Europe d'ailleurs cette saison-là. Il y a un Nice-Reims où on prend 3-0 à la maison. Non, tu confonds. Oh, c'était il y a longtemps alors, c'était encore avant. Ah, c'était encore avant. Parce qu'on a gagné qu'une fois 1-0, premier match on remonte justement, première journée d'ailleurs. Bon. Donc depuis on n'a pas gagné. Donc, Un grand merci en c'est tout peut-être cas pas bon. Antoine pour ces questions et Il y a pas de souci. ce format qui aurait pu être effectivement aussi dans les questions de Bah l'émission du de coup, ce si soir. vous regardez le space de mercredi, peut-être qu'il y aura ce format-là. On a plusieurs variantes en stock, donc il faudra préparer les questions et on espère que Twitter marchera cette fois-ci. Ouais, bah là c'est mal embarqué, hein. Ces derniers jours Twitter c'est Bon. devenu une plaie, mais ça c'est un autre débat. Messieurs, eh bien, un grand merci pour votre venue ce soir. Je pense qu'on a été quand même relativement complet sur le match, ses enjeux, et l'analyse et aussi la perspective de la rencontre et des rencontres de la semaine prochaine. Un grand merci à tous les trois. Le replay sera disponible dès ce soir pour les personnes qui sont arrivées en cours ou qui n'ont pas été présentes sur le live. Et nous, on se retrouve dimanche prochain, 20h, dans la foulée du match pour débriefer de Monaco-Nice. Voilà, à chaud, comme ça peut nous réussir, ou pas d'ailleurs. Mais voilà. Donc un grand merci à tous les trois. Et puis écoutez, déjà bonne saison au Stade de Reims, Antoine. Qu'est-ce qu'on peut Mais souhaiter de de rien, beau bonne au saison Stade de également à Reims? Nice et bon parcours européen en espérant que ça aille loin. C'est gentil. Merci à toi. Bonne soirée à Louraï et Matt. Et puis à bientôt. Bonne soirée à Et tous. Issa Ciao, Nissa. ciao. Bonne soirée.